Bonjour à tous. Moi, je vais vous présenter VAD, Ville et Aménagement Durable, qui est une association de professionnels de l'aménagement et de la construction. On anime un réseau de plus de 2000 professionnels. On a 350 adhérents de tout horizon au niveau du maître d'ouvrage, au maître d'œuvre et au bureau d'études. Notre objectif, c'est de faire évoluer les pratiques de l'aménagement et de la construction vers le développement durable à travers des retours d'expérience, la collecte de ressources au sein du territoire, la diffusion à travers des formations, des ateliers et des débats à travers les événements qu'on organise tout au long de l'année. Je vous invite à aller voir sur notre site pour plus d'informations. Hop, merci Claire et Magali. Bonjour à tous, à mon tour de vous saluer. Colas Paris, région Rhône-Alpes, chef de projet SP SAR. Merci à vous d'être aussi nombreux à participer et à suivre ce premier webinaire là, de cette nouvelle, on va dire, de cette nouvelle mouture de l'animation autour de la rénovation énergétique des logements. Donc ça nous semblait intéressant de commencer par cette thématique et puis sur proposition aussi de l'ADREAL, de VAD et de l'ARS, et en tout cas de vous refaire un petit point sur le lien qu'il peut y avoir entre la rénovation énergétique et la qualité d'air intérieur dans les logements, puisqu'on sait qu'il y a des interactions nombreuses qui existent. Alors que ce soit, puisqu'on va dans la plupart des projets de rénovation peut-être traiter le poste de la ventilation, qui a évidemment un impact important sur la qualité de l'air intérieur, mais aussi parce que, on va le voir dans la présentation qui suit, l'étape du chantier est aussi une étape importante, enfin une étape pendant laquelle il est important de prendre en compte cet enjeu de la qualité d'air intérieur. Donc l'idée de vous présenter de manière assez générale malgré tout cette thématique, sans forcément rentrer dans des détails très très techniques. On sait qu'il y a un certain nombre de personnes qui suivent ce webinaire qui ont déjà peut-être des connaissances assez pointues dans ce domaine-là. L'idée, c'est plutôt de rester assez général sur le sujet de la QAI, mais évidemment, les questions que vous pourrez poser qui seraient un peu plus techniques seront traitées par la suite par nos intervenants en fonction de ce qui sera posé dans le chat. Donc on est conscient aussi, peut-être en point de contexte pour ce webinaire, que le métier de conseiller n'est pas de tout repos, surtout en ce moment, que vous avez déjà beaucoup de thématiques à traiter et que la QAI n'est pas forcément le sujet qu'on veut rajouter en plus de ceux que vous traitez déjà, mais c'est plus si vous avez des interrogations qui sont posées par les particuliers, par les ménages sur cette thématique, vous donner les clés qui peuvent vous permettre de leur donner les bonnes informations, les bons conseils, les bons liens pour aller un peu plus loin. C'est vraiment ça l'idée, de mieux encore vous outiller dans votre métier du quotidien. Et la présentation que vous ont préparée Damien, Nicolas et Claire a vraiment cette ambition-là et cet objectif-là d'être assez opérationnel pour vous, conseiller. Et voilà. Et puis dernier point que je voulais signaler en introduction, mais Magali en a parlé rapidement, la plaquette sur laquelle s'appuie cette présentation vous sera envoyée à vous, Espace Conseil Faire d'Auvergne-Rhône-Alpes, puisque on avait vu avec Damien, avec l'Adréal, qui édite cette plaquette pour que vous puissiez aussi en recevoir un certain nombre d'exemplaires que vous pourrez distribuer maintenant qu'on espère pouvoir retrouver un peu de présentiel et de rendez-vous physique avec les ménages. Voilà, on fera passer ces éléments-là pour que vous puissiez aussi vous en disposer et distribuer en rendez-vous. Donc je vous propose qu'on démarre tout de suite. Et pour ça, je passe la parole à Nicolas. C'est toi qui commence. Oui, bonjour à tous. Donc Nicolas Grentier de l'Agence régionale de santé. Alors, nous sommes tous concernés par la qualité de l'air intérieur, puisque nous passons en moyenne entre 80 et 90% de notre temps en environnement intérieur, que ce soit au bureau ou bien beaucoup de temps, bien sûr, dans son logement. Alors, sur la slide suivante, s'il vous plaît. Donc, nous sommes tous concernés, mais nous ne sommes pas tous égaux devant les risques. Alors, nous sommes d'autant plus concernés que les circonstances ces derniers temps ont fait que nous avons, les circonstances sanitaires ont fait que nous avons passé peut-être encore plus de temps chez nous qu'habituellement.
Alors, nous ne sommes pas tous égaux devant les risques, puisqu'il y a des personnes qui sont particulièrement sensibles, notamment les enfants, les femmes enceintes, les personnes âgées, et puis certains malades cardiaques respiratoires. Donc, pour vous, un point d'accroche, ça peut être lorsque vous repérez un ménage avec ces personnes sensibles, ça peut être un point d'accroche, notamment auprès des jeunes parents. On parle beaucoup en ce moment du concept des 1000 jours où les enfants sont en plein développement, en plus avec un débit de ventilation plus important que les adultes, et c'est une période où ils sont particulièrement sensibles et où les parents peuvent être également plus facilement sensibilisés à toutes ces questions. Alors, sur la slide suivante, donc en ce qui concerne les effets, alors on peut avoir des expositions à des polluants à des fortes doses qui vont entraîner des effets immédiats. On peut avoir des effets donc, qui relèvent simplement de la gêne ou de l'inconfort, hein, simplement l'inconfort lié aux mauvaises odeurs, après des irritations des yeux, du nez, de la gorge, et puis également l'exposition aux polluants de l'air intérieur peut entraîner des difficultés de concentration. On a beaucoup d'études, par exemple, alors pas dans le logement, mais dans les écoles avec un air trop confiné, où l'apprentissage est plus compliqué dans ces classes-là où les enfants sont exposés à un air plus confiné. Ensuite, en dehors de ces effets qui sont de l'ordre de plus de la gêne et de l'inconfort, on peut avoir des effets plus sérieux qui vont de la nausée jusqu'à des troubles respiratoires importants, voire des crises d'asthme qui peuvent être déclenchées. Voilà, par exemple, moi j'ai eu un dossier, alors ça ne concernait pas un logement non plus, mais c'était une agence bancaire où on avait fait les peintures dans les bureaux et les employés ont été exposés. Certaines personnes ont perdu la voix pendant 6 mois, ont dû être hospitalisées, donc ça peut vraiment avoir des effets très importants. Et pourtant, c'était une peinture de qualité A+, mais dans cette peinture, on avait repéré, après beaucoup d'analyses, on avait repéré une molécule qui avait des capacités d'irritation très fortes. Alors, sur la slide suivante, on peut, donc ça concernait ce que je viens de dire, donc concernait les expositions à des doses fortes. Par contre, on est tous exposés également à des faibles doses, mais de façon répétée. Et là, on a des effets donc, qui ne sont pas immédiats, mais qui sont sur le long terme. Alors, on a des polluants comme, par exemple, le radon, voilà, surtout dans notre région, dans la partie auvergnate de notre région, ou bien en Savoie, donc avec tous les territoires avec un sol granitique qui sont exposés au radon. On a le benzène, le formaldéhyde, par exemple, qui est un cancérigène avéré pour le nasopharynx, et puis certaines autres molécules, certains composés organiques volatiles. Et puis, on peut également avoir des effets qui vont entraîner, alors plus souvent que l'apparition, plutôt l'accentuation de maladies chroniques. Donc, chez des personnes qui ont déjà un asthme, par exemple, ça va l'aggraver. Ou des personnes qui ont des problèmes respiratoires, l'insuffisance respiratoire va, du fait de cette exposition répétée à faible dose, mais sur plusieurs années, sur le long terme, ces maladies vont être aggravées. Alors, les enjeux sanitaires, vous allez le voir sur la slide suivante, sont vraiment très importants, puisque, alors ça, ce sont des données du niveau central au ministère de la Santé. On voit qu'on avait dans les années 70, on estimait à 2 à 3% de personnes qui présentaient des allergies. En 2010, c'était 30%, et on estime qu'en 2050, une personne sur deux souffrira d'allergie.
Alors, l'exposition aux polluants de l'air intérieur joue un rôle dans cette aggravation et dans cette épidémie vraiment très forte d'allergies, parce que ces polluants, donc le formaldéhyde, les composés organiques volatiles par exemple, ont un effet qui va accentuer très fortement les allergies respiratoires. On parle vraiment d'effet de potentialisation sur les allergies. Et puis, ça également, si on prend l'exemple sur l'asthme, ça a également un coût économique puisque on estime, enfin, on est à plus d'1 milliard d'euros par an pour le remboursement des maladies pour les personnes asthmatiques. Donc, on a vraiment des enjeux sanitaires très forts sur les questions d'air intérieur, également dans une autre mesure, des effets économiques. Nicolas, je me permets de t'interrompre. On a une question sur le chat sur comment s'exprime l'effet délétère d'une exposition aiguë sur un nourrisson. En fait, en gros, comment un conseiller peut motiver un porteur de projet en lui permettant de détecter ses effets et vraiment le sensibiliser concrètement sur les effets pour un enfant. Alors, l'enfant, le jeune enfant est en pleine phase de développement, donc ses organes se développent et tout ça se crée une fragilité particulière et en plus, il a un débit de ventilation qui est plus important qu'un adulte. Donc, il est plus exposé comparé à la taille, à son poids, il est plus exposé finalement qu'un adulte aux polluants qu'il peut respirer. Donc, du fait de ces deux paramètres, le fait qu'il soit en pleine phase de développement et qu'il ait un débit de ventilation plus important, fait qu'il va être plus fragile. Voilà, donc je vois sur le chat, nous parlons des 1000 premiers jours d'un enfant, effectivement, c'est ça, donc environ jusqu'à 3 ans et un peu plus. C'est vraiment à ce moment-là qu'il est particulièrement fragile. Et même avant les mois qui précèdent la naissance, ce sont des mois pour l'enfant à naître, ce sont des mois, c'est une période qui est également fragile. Donc les femmes enceintes doivent le moins possible s'exposer aux polluants. Donc c'est vrai que si vous repérez dans le ménage une femme enceinte ou des très jeunes enfants, vraiment, ça peut être une porte d'entrée pour sensibiliser les ménages à ce sujet. Merci beaucoup, Nicolas. Merci Nicolas pour ce rappel des enjeux. Donc Damien Joseph, moi je travaille à l'ADREAL Auvergne-Rhône-Alpes et dans le cadre du plan régional santé-environnement, nous travaillons généralement sur l'amélioration de la qualité de l'air intérieur et très rapidement, nous avons travaillé sur le lien entre la rénovation énergétique et la qualité de l'air intérieur. Plus particulièrement sur la cible du logement des particuliers, il nous est apparu essentiel de continuer à sensibiliser le grand public autour de messages simples. Donc, nous avons donc édité une plaquette qui reprenait donc à la fois les grands messages et autour des 2 leviers d'action pour améliorer la QAI qui sont la réduction des sources de pollution et la diminution de ces concentrations dans l'air intérieur. Et nous avons fait le choix d'avoir un format qui nous semblait plus facilement diffusable, parce que cette plaquette que nous vous présentons aujourd'hui est un recto verso A5. Elle est disponible bien sûr gratuitement en ligne sur le site de l'ADREAL. Et comme l'a introduit Colas, des exemplaires papier seront distribués aux structures de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Rapidement, sans aller dans le détail, parce que c'est l'objet des présentations qui suivent, cette plaquette reprend 4 principaux messages sur la qualité de l'air intérieur, à savoir le choix des matériaux utilisés dans la rénovation, l'impact de la rénovation sur la ventilation, un focus sur la phase travaux, qui est une étape clé pour bien gérer sa qualité de l'air intérieur, et un point d'attention plus particulier porté sur l'exposition au radon. Bien sûr, cette plaquette refait le lien avec le réseau FER, qui reste la porte d'entrée privilégiée des ménages pour ces sujets de rénovation énergétique.
Nous avons construit cette présentation donc à chaque fois avec un rappel des enjeux techniques et de vous proposer des pistes d'approche qui peuvent être utilisées pour sensibiliser les particuliers à la qualité de l'air intérieur. Alors bien sûr, ce n'est pas un guide d'entretien à suivre à la lettre, c'est plus un recensement de différentes approches liées aux outils et aux retours d'expérience que nous avons pu collecter. Il faut plus voir ces propositions comme des entrées à tester en fonction de la sensibilité du ménage, de la situation, et à chaque conseiller de regarder les approches avec lesquelles il a le plus d'affinité. Je te laisse la parole, Claire. Merci Damien. Du coup, premier sujet, c'est sur les matériaux et la qualité de l'air intérieur. Donc, les matériaux de construction sont les principaux émetteurs de composés organiques volatiles dans du secteur résidentiel. C'est tout ce qui va être colle, vernis, peinture, revêtement de sol, papier peint. Enfin voilà, c'est tous ces matériaux du second œuvre qui vont particulièrement émettre des COV. Donc, dans ce cas, il est logique de privilégier au maximum l'étiquette A+, qui garantit des faibles émissions de COV dans l'air intérieur 28 jours après application. Donc, c'est pour ça qu'il faut quand même aérer bien après avoir posé un nouveau matériau neuf. Voilà, l'étiquette A+ ne suffit pas, il faut quand même avoir des pratiques, des bonnes pratiques qui s'accompagnent. Mais il existe aussi plusieurs labels, comme vous pouvez le voir, qui peuvent être plus ou moins exigeants que l'étiquette sur certains critères. C'est voire plus exigeant sur plusieurs critères. Donc, à privilégier, à présenter, voilà, à lister éventuellement pour que le particulier en ait connaissance. Et puis, vous avez aussi des guides, si vous voulez aller plus loin, produits par la Fédération française du bâtiment, enfin, un guide, pardon, qui est assez synthétique et qui permet d'avoir des conseils assez pratiques et un peu clés en main pour les clients. Donc voilà, si vous voulez aller plus loin. Et le guide, pardon, vous ne voyez pas bien, parce que je ne vois pas en entier la slide. Pardon, excusez-moi. Voilà, et le guide de Mediego, pardon, voilà, qui peut renseigner aussi un peu plus sur les effets sanitaires, un peu plus précisément au niveau des matériaux. Voilà, donc slide suivante. Donc voilà, on voulait vous présenter des questions éventuelles qui permettent d'alerter le particulier sur la problématique qualité de l'air intérieur liée aux matériaux, en leur demandant tout simplement s'ils connaissent l'étiquette A+, des écolabels éventuellement, et éventuellement un critère de choix pour leurs matériaux, quel est leur sensibilité à eux, c'est déjà ils se posaient la question, ou s'ils ont un critère de qualité, ou voilà, ça permet d'alerter le particulier sur les différentes choses à éviter et les matériaux à privilégier. Donc, tout simplement, éviter les cols et les vernis. Il existe des matériaux qui permettent d'éviter ça, privilégier les peintures solubles dans l'eau. Maintenant, c'est ce qu'on propose le plus, donc je pense que c'est ce qui est le plus accessible aujourd'hui. Privilégier les produits avec étiquette A+ et écolabel, voilà, on l'a déjà dit, et privilégier les produits peu ou pas émissifs naturellement, comme le carrelage ou la toile de verre, qui restent des matériaux où là, on n'a pas besoin forcément de chercher un étiquetage particulier sur ces matériaux. Donc, si on a le choix ou si on préfère le carrelage, voilà, c'est à privilégier. Claire, Oui. Claire, Nicolas, j'ai une question. 87% des logements présentent en 2005 une concentration en formaldéhyde supérieure à 10 unités par mètre cube. Cela est-il important à communiquer aux familles pour justifier du focus à faire sur ce composé? Ça peut être un argument intéressant, mais je vais peut-être laisser Nicolas.
maintenant. Alors, c'est vraiment le formaldéhyde, c'est vraiment un polluant qui est spécifique de l'air intérieur. Donc, ça peut être en fait un argument à utiliser pour expliquer aux gens. On parle beaucoup de la pollution atmosphérique, la pollution de l'air intérieur est un petit peu moins connue. Donc, ça peut être, on peut utiliser ces données en effet pour expliquer qu'il y a des polluants qui sont vraiment spécifiques de la qualité de l'air intérieur en fait. Autre question dans le chat, les professionnels ont-ils des obligations pour privilégier les matériaux labellisés? A priori, non. Enfin, vas-y, Non, effectivement, d'autant plus sur la cible logement, on retrouve des indications, notamment dans les critères d'exemplarité des bâtiments publics qui peuvent se justifier par l'utilisation de matériaux A+, mais sur la cible logement, il n'y a pas d'obligation d'utiliser des matériaux labellisés. Du coup, est-ce que ça veut dire qu'un particulier qui demanderait à son artisan d'utiliser des matériaux A+, pourrait avoir des difficultés à convaincre cet artisan, notamment liées au fait qu'il n'y a pas l'habitude d'utiliser telle peinture ou telle peinture? Comment est-ce qu'on peut donner des arguments aux particuliers pour convaincre l'artisan, au-delà de… Effectivement, c'est un des problèmes qu'on rencontre plus généralement sur la qualité de l'air intérieur, c'est qu'on voit qu'il y a 2 leviers actionnés, la sensibilisation du client, du particulier pour ce qui nous concerne aujourd'hui, et la formation des professionnels du bâtiment pour qu'ils puissent répondre à ces demandes. Les 2 vont de pair, on travaille sur les 2 sujets dans le cadre du plan régional santé-environnement, mais effectivement, actuellement, sauf voilà, à les comparer d'autres artisans et que ce soit un argument de sélection de l'artisan, il n'y a pas d'obligation pour l'artisan d'utiliser des matériaux A+. Après, c'est la négociation entre le particulier et puis le professionnel qu'il choisit in fine pour ses travaux de rénovation. Et alors, quels sont les seuils de polluants à ne pas dépasser pour avoir des points de repère? Je pense que ça, je vous laisserai répondre dans la discussion parce qu'à l'oral, ça va être long à… Et puis, on le notera, on vous l'enverra également à la suite avec la présentation. Voilà. Voilà. Alors, sur la phase travaux, les sources d'émissions potentielles sont, donc, comme vous en doutez, le ponçage et la découpe qui vont créer beaucoup de poussière, l'utilisation des cols et des vernis, comme on l'a déjà dit, et les différents vêtements. Donc là, ça rejoint la partie matériaux. Le stockage des matériaux dans de mauvaises conditions, s'ils sont dans une pièce humide, voilà, il faut faire attention au développement de moisissures, de champignons qui peuvent être aussi nocifs pour la qualité de l'air intérieur. Les meubles neufs en aggloméré panneaux de bois, ça c'est au moment où donc on les installe dans le logement, ils vont émettre beaucoup de COV parce que ça utilise de la colle et donc il faut aérer beaucoup, mais ça on va en reparler. Et puis faire attention à l'amiante évidemment, ça c'est un point très important dans les bâtiments anciens construits avant 1997. Et bon, normalement, ça, c'est quelque chose sur lesquels les particuliers sont quand même assez alertés quand ils achètent un bien, puisque ça fait partie des diagnostics de base qu'on leur remet au moment de l'achat. Mais du coup, en connaissant bien où se trouve l'amiante, il faut faire attention à ne pas altérer les matériaux contenant de l'amiante s'ils ne sont pas retirés. Parce que certains matériaux contenant de l'amiante ne sont pas obligatoirement retirés du moment où ils sont pas abîmés ou qui sont dans un espace qui n'est normalement pas habité. Donc, dans tous les cas, il est important de bien aérer pendant les travaux et après les travaux, selon voilà, si on a mis des meubles neufs à l'intérieur du logement. Et dans tous les cas, il existe aussi des labels qui permettent de réduire encore les émissions, notamment dans le choix des meubles. Donc voilà, je vais vous présenter trois labels
pour les meubles. Donc, si on passe à la suivante, voilà. On propose quelques questions et des conseils pour alerter les particuliers. Donc, peut-être insister déjà sur combien de temps emménagez-vous après les travaux, donc pour solliciter sur le temps, en particulier s'il y a la question d'un enfant à naître. Par exemple, si on refait la chambre d'un enfant à naître, bien anticiper avant la naissance pour que les polluants aient eu le temps de se dissiper 4 semaines avant la naissance de l'enfant. Attention aussi à alerter sur le stockage des matériaux. Donc, comme je vous disais, donc dans un endroit sec et à l'abri pour éviter les moisissures. Et dans quelles conditions réalisez-vous vos travaux? Donc là, pour privilégier de faire les découpes et le ponçage à l'extérieur, et même éventuellement suggérer de porter un masque qui permet de filtrer les poussières. Donc voilà, globalement, les mots d'ordre, c'est aérer, privilégier l'extérieur et attendre avant d'emménager. Alors, Claire, merci Caroline pour toutes ces contributions, hein. En 2023, pour les bâtiments accueillant des enfants, la cible est de 10 microgrammes par mètre cube pour le formaldéhyde. Dans les logements, depuis 2018, mise à jour de l'ANSES, le seuil est passé de 10 à 100 microgrammes par mètre cube, soit multiplié par 10. J'ai une question. Un particulier qui s'intéresserait suite à une discussion avec un conseiller à cette question-là et qui demanderait comment connaître le taux de polluants que j'ai chez moi. Qu'est-ce qu'un conseiller pourrait lui répondre? Il y a des capteurs qui permettent de mesurer l'air intérieur, mais alors il faut faire attention à ce qu'on trouve sur le marché, et là pour le coup je ne saurais pas vous dire là de but en plan quel capteur vous conseillez directement. Je ne sais pas, Damien, si tu as une réponse là-dessus. Effectivement, la question des capteurs, on pourra peut-être essayer de mettre post-webinaire une liste de capteurs. C'est vrai que cette approche de la QI est assez difficile parce qu'il y a de multiples polluants qui peuvent être présents dans l'air intérieur. Il arrive parfois qu'on relie ça à l'indice de confinement, qui est la mesure du CO2, qui est finalement peut-être la plus simple à faire, mais qui ne donne pas une indication sur la pollution de l'air intérieur, mais bien sur le renouvellement d'air. On fait des fois le raccourci, mais qui peut être quand même une première approche pour estimer auprès des particuliers une indication sur la qualité de l'air intérieur. Après, le choix des polluants dépendra bien évidemment de l'analyse du site en fonction de la proximité d'activités particulières à proximité du logement ou d'une zone géographique donnée, par exemple, en fonction des risques liés à la situation particulière du projet. Après, oui. Pardon, vas-y. Oui, il existe aussi des bureaux d'études qui font des analyses pour les particuliers, mais là, on rentre dans un autre budget tout de suite. Alors, si je peux compléter, en ce qui concerne l'indice de confinement et la mesure de CO2, je vous invite, je vais mettre le lien sur le chat, à consulter une fiche qu'a fait tout récemment le Haut Conseil de la santé publique pour les ERP dans le cadre de la pandémie, où on recommande la pose d'appareils de mesure de détecteurs de CO2. Voilà, parce qu'il ne faut pas les poser n'importe où. Donc, ça donne des pistes pour choisir les bons appareils. Et en ce qui concerne la mesure de l'exposition à d'autres polluants, souvent, ce qui est le plus représentatif de l'exposition, ce sont quand même des mesures passives. Donc, on va mesurer, par exemple, sur une semaine. Donc, on vient poser pendant une semaine un appareil, et ce sont vraiment ces mesures passives, la plupart du temps, selon le polluant, donc c'est un petit peu complexe, qui vont vraiment être représentatifs de l'exposition sur le long terme, en tout cas.
Alors, j'ai une autre question dans le chat. Pensez-vous que le balayage d'une VMC simple flux, qu'elle soit autoréglable ou hygroréglable, est suffisant pour assurer une bonne qualité de l'air intérieur dans toutes les pièces? Oui, en théorie, c'est du moment qu'il y a un bon entretien du système de ventilation et qu'il est bien dimensionné en fonction du logement, on est euh, sur quelque chose d'optimum, ouais. Après, ça dépendra bien sûr des sources présentes et de la quantité de polluants à évacuer, mais c'est un peu, enfin, voilà, on ne peut pas faire On peut faire mieux. le choix d'une technologie ou l'autre, ça dépend vraiment du contexte. A priori, il est possible que dans certains cas, la VMC simple flux suffise. Oui, on peut, c'est justement le sujet d'après. Donc, on va pouvoir. Donc, comme on disait, les travaux de rénovation énergétique renforcent nécessairement l'étanchéité des bâtiments à l'air, donc ce qui entraîne un manque de renouvellement de l'air intérieur et sa dégradation éventuelle, et aussi un risque de condensation et d'apparition de champignons et de moisissures nocifs pour la santé des occupants. Donc, comme on disait, il y a plusieurs systèmes de ventilation possibles. Donc, le système de ventilation naturelle, euh, donc avec les entrées d'air naturelles du bâtiment, les fenêtres et le conduit de cheminée. Euh, une fois quand on se lance dans des travaux de rénovation un peu plus importants qui donc vont renforcer l'étanchéité du bâtiment, on va commencer à mettre en place donc une ventilation simple flux à balayage, donc avec une extraction d'air mécanique euh, par une VMC. Et comme disait Damien, suivant aussi la qualité de l'air extérieur et donc une ventilation double flux peut être nécessaire pour filtrer davantage l'air et faire un bon renouvellement de l'air, tout en et puis ça permet également de chauffer l'air extérieur et du coup à son entrée et du coup de réduire encore plus les consommations d'énergie. On peut passer à la diapo suivante. Voilà. Claire, on me Oui. demande le débit de renouvellement d'air conseillé pour assurer une bonne QAI, quel que soit le système. Quel que soit le système, là, j'ai pas la réponse. Camille, on mettra les éléments de réponse quand on vous enverra le PowerPoint à tous les participants. On ajoutera les éléments de réponse. Oui, je pense qu'il faut Merci se pour votre référer aussi à ce question. qui se fait en réglementation neuve et les débits réglementaires utilisés pour la construction neuve, mais on les remettra effectivement par la suite. Ouais. Comme il est signalé aussi, je viens de voir dans le chat, enfin voilà, la ventilation, là, c'est des principes qui concernent une fois que les travaux sont terminés et qu'on a pu emménager dans le logement. Les règles restent les mêmes, même si on a une ventilation double flux ou simple flux, les règles restent les mêmes pour les travaux qui sont émissifs dans tous les cas et qu'il faut bien entendu faire à l'extérieur et bien aérer, etc. Donc sur la ventilation, on peut alerter le particulier donc en lui demandant quel système de ventilation il a chez lui, si il y a bien des entrées d'air existantes dans les menuiseries, quel entretien il effectue sur ces entrées d'air ou sorties. Et quel entretien il a sur la VMC, si les filtres sont bien changés régulièrement. Et
demander aussi la présence de détalonnage sous les portes, parce que souvent, quand on refait un parquet, on peut réduire la distance entre la porte et le sol, et ainsi boucher le passage de l'air. Et ça nuit nécessairement à la ventilation et au renouvellement de l'air dans le logement. Donc, les conseils, c'est évidemment d'aérer quotidiennement, de bien penser à l'entretien de la VMC, parce que voilà, c'est important, c'est bien de mettre une VMC en place, de mettre un système de ventilation, mais s'il n'est pas bien entretenu, voilà, il ne servira à rien. Veiller à retirer les produits contenant de l'amiante avant les travaux, donc ça, voilà, toujours une alerte importante. Veiller à ne pas obstruer des bouches d'aération. Vérifier l'épaisseur de détalonnage, comme je disais, et tester le fonctionnement d'une ventilation, par exemple, une ventilation mécanique avec une feuille de papier. Voilà, qui permet de voir si la feuille reste collée euh, à, à la bouche de ventilation et savoir si elle fonctionne bien. Merci beaucoup, Claire. Alors, je vais reprendre la main pour évoquer le sujet du risque radon. Très rapidement, rappeler ce que c'est. Le radon, c'est un gaz radioactif naturel qui est issu de la désintégration de l'uranium et du radium naturellement présents dans la croûte terrestre. On le retrouve particulièrement dans les massifs granitiques et volcaniques. Et donc, c'est un gaz qui est naturellement présent. Hein, on peut le trouver à l'état, hors des bâtiments. Là où ça va commencer à poser problème, c'est que s'il y a un manque d'étanchéité entre le sol et les bâtiments dans certaines zones, et qu'on y ajoute un problème de renouvellement d'air, le radon peut s'accumuler dans les habitations et devenir problématique. Hein. Nicolas l'a rappelé en introduction. Moi, je garde en tête que le radon serait responsable d'environ 10% des cancers du poumon. Alors, comment diagnostiquer le risque radon? Alors, il y a une première approche qui est d'utiliser la carte mise à disposition par l'IRSN. Je vous en ai fait une copie d'écran en ligne. On retrouve bien pour notre région, donc la partie Auvergne qui correspond à un massif volcanique et les Alpes qui est un massif granitique. Je mets quelques bémols sur cette carte. Il y a différentes études qui ont été menées et qui montrent qu'il y a des effets de site liés au massif karstique, par exemple, qui ne sont pas forcément bien pris en compte sur cette cartographie. Et ça reste une carte de potentiel, et le seul moyen de diagnostiquer le risque radon, c'est de le dépister à l'aide de dosimètres qu'on va venir poser durant la période de chauffe pour estimer en première approche le risque ou non lié au radon. Alors, donc les concentrations se mesurent en becquerel par mètre cube. Je vous l'ai dit, il n'est pas rare de trouver une dizaine de becquerel par mètre cube dans les espaces extérieurs. On considère qu'il est important d'agir à partir de 300 becquerel par mètre cube, même si le but, c'est de réduire la concentration au maximum. Et pour vous donner des ordres de grandeur, il n'est pas rare, lors des campagnes que nous avons pu mener dans les logements, d'atteindre des concentrations supérieures à 1000 becquerel par mètre cube. Alors, comment agir pour diminuer l'exposition au radon? Je vous l'ai dit, c'est un polluant qui vient du sol. Il est important de travailler à l'étanchéité avec le sol et l'étanchéité d'ailleurs avec des espaces qui peuvent être tampons et qui peuvent accumuler du radon. Je pense par exemple à une cave en terre battue. S'il y a un défaut d'étanchéité entre cette cave et puis le bâtiment, et que cette cave est mal ventilée et que le radon s'accumule, ça peut être une source d'entrée potentielle du radon. Il est important aussi de veiller à ne pas mettre le bâtiment en dépression. Alors, cela peut arriver avec un système de ventilation mal réglé, mais aussi lié au système de chauffage. Si il y a une entrée d'air insuffisante pour ce chauffage, on peut, par tirage thermique, aspirer le radon dans le bâtiment et aggraver et augmenter les concentrations. Enfin, comme tous les polluants de l'air intérieur, il est important d'assurer un bon renouvellement d'air qui peut permettre de diminuer les concentrations. Sur ce sujet plus spécifique du radon, effectivement, il est aussi important de s'informer et de se former pour ne pas venir dégrader involontairement la concentration en radon. Lors des travaux de rénovation, je vous ai mis 2 liens sur lesquels vous pouvez retrouver beaucoup de ressources sur la gestion du risque radon.
Alors, sur les questions fréquentes, je me suis permis un petit peu d'inverser la règle du jeu, vu le niveau peut-être plus faible de sensibilisation des particuliers. Il m'a semblé important de vous remettre quelques réponses aux questions qui peuvent être fréquemment posées. La première étant: pourquoi se soucier maintenant du risque radon? Alors oui, il y a toujours eu du radon, hein, c'est pas un problème nouveau, mais on passe de plus en plus de temps dans les bâtiments et surtout, euh, on vient augmenter l'étanchéité des bâtiments, et s'il y a un mauvais renouvellement d'air, en tout cas si le système de ventilation n'a pas été pensé après la rénovation, on peut avoir des concentrations en radon bien plus importantes que par le passé. La question du coût aussi revient souvent sur la question du dépistage. Alors effectivement, ça va dépendre du nombre de points de mesure, hein. La concentration en radon peut varier fortement d'une pièce à l'autre, et donc en fonction de la taille de l'habitation, il est important d'avoir différents points de mesure. Mais avec de l'ordre d'une dizaine d'euros, on peut avoir un point de mesure. Donc effectivement, on peut avoir des dépistages de l'ordre d'une centaine d'euros pour connaître ou non son exposition au radon. Il est important aussi de rassurer sur l'existence de travaux de rémédiation. Comme à chaque fois, ils peuvent être plus ou moins simples en fonction de la complexité du problème et surtout de l'intégration ou non à un bouquet de travaux. Venir assurer l'aération et la ventilation d'une cave, par exemple, si c'est pensé au moment des travaux, ça peut être fait assez facilement. Des mesures simples, d'ailleurs, peuvent être prises, hein. Je vous l'ai dit, la concentration en radon peut varier fortement d'une pièce à l'autre, et la concentration a tendance à diminuer en fonction de la hauteur, hein, de la pièce. Plus on monte dans les étages, plus la concentration est faible. Donc, peut-être intervertir une chambre à coucher utilisée quotidiennement avec une chambre d'amis peut être aussi des premières pistes. En tout cas, c'est des choses à prendre en compte dans le bouquet de travaux de rénovation. J'incite aussi, tous les bâtiments peuvent être concernés, y compris les bâtiments récents. Il n'y a pas de réglementation radon qui s'applique au logement. Et là, on est vraiment sur voilà, comment le bâtiment a été construit, comment il a été mis en œuvre, comment il a été pensé. Et un bâtiment voisin d'un autre peut avoir des concentrations en radon élevées et pas son voisin. Une question aussi sur le zonage. C'est vrai qu'on a une carte qui nous indique un potentiel radon avec des zones 1, 2, 3. La zone 3 étant les zones les plus susceptibles de présenter des concentrations en radon élevées, mais bien rappeler qu'il ne s'agit qu'une première indication. On a des cas des bâtiments zone 3 qui ne sont pas exposés au risque radon, et on a même des cas de bâtiments hors zone 3 qui peuvent être exposés au risque radon. Donc là encore, il est très important de procéder à un dépistage du risque radon. Et enfin, peut-être une question un peu plus prospective sur la question de la valeur de la maison, de l'habitation liée au risque radon. Alors, on n'est peut-être pas encore là, bien sûr, mais il est important de rappeler que le zonage, en zone 3, c'est une information qui figure dans l'information acquéreur locataire dans l'état des risques et des pollutions. Et donc, c'est une information qui est portée à la connaissance de l'acquéreur et de l'acheteur potentiel. Et on peut imaginer qu'avec la sensibilisation croissante du grand public sur ces sujets de qualité de l'air intérieur, ça peut venir jouer dans une transaction immobilière. Damien, j'ai quelques questions techniques. Quelle compatibilité entre radon et puits canadien? Est-ce qu'un vide sanitaire bien ventilé peut être une solution pour le radon? J'ai deux questions. Alors, sans rentrer dans toutes les solutions techniques, je vous ai Et mis la un lien. VMI aussi. Hop. Je vous ai mis des liens, notamment, je fais un peu de pub pour un projet franco-suisse qui est Jura de Batte, qui travaille justement sur la région Franche-Comté et le Jura, et qui ont fait pas mal de fiches de préconisation de travaux. C'est pas les seuls, hein, il y en a d'autres. Le CEREMA aussi a travaillé sur ces sujets. Ça dépend, j'ai pas envie de répondre de manière affirmative parce que ça dépend tellement de la configuration. Effectivement, un vide sanitaire peut être une bonne chose, mais maintenant, s'il y a des défauts d'étanchéité entre le sol et ce vide sanitaire, ça va pas forcément régler le problème. Mais en tout cas, différents travaux existent. On peut même aller jusqu'à mettre un bloc d'extraction dans ces vides sanitaires, effectivement, pour venir évacuer le radon dans ces zones un peu tampons. Mais ça doit faire l'objet d'une analyse un peu plus spécifique.
et pas systématiquement avoir une solution qui marche pour tous les logements. Parfait, merci beaucoup Damien. On arrive à la fin de notre webinaire. Donc, vous allez recevoir juste après ce webinaire, on va vous envoyer les présentations sur lesquelles vous allez retrouver tous les liens pour trouver l'info. Claire, peut-être, est-ce qu'il y a des actus VAD? Tu peux nous dire s'il y a des événements, comment on s'abonne à la newsletter de VAD? Oui. Donc, prochain événement sur la santé dans le bâtiment, on va parler des perturbateurs endocriniens le 10 juin à l'embarcadère à Lyon, quai Rimbaud. Donc ça sera avec un retour d'expérience de la ville de Grenoble et l'intervention du bureau d'études qui travaille sur la santé dans le bâtiment, Medico et Aquaelis. Donc voilà, c'est plus un sujet pour les constructeurs et les maîtres d'ouvrage. Et puis, donc, au sein de VAD, on anime également un groupe de travail sur la santé dans le bâtiment. Donc, on aborde tous les sujets de la santé dans le cadre du bâtiment et pour les différents acteurs qui interviennent dessus. Donc, vous pouvez envoyer un mail à l'adresse contact de VAD pour en savoir plus. Et puis, il existe aussi une formation qu'on va réaliser en décembre sur la santé dans le bâtiment. Voilà. Damien, tu voulais présenter la boîte à outils Oui, rapidement? rapidement. Alors, je vous ai mis sur cette slide le lien avec la plaquette. Vous l'avez bien compris. L'objectif de cette plaquette à destination des particuliers, c'est pas d'être exhaustif, hein, c'est d'avoir une première entrée sur le lien entre QAI et rénovation. On essaye de mettre à jour, dans le cadre du plan régional santé environnement, une boîte à outils qui, elle, pour le coup, recense les différents outils disponibles et mobilisables gratuitement. On a essayé de trier ça par cible. Vous retrouverez à la fois des sites internet de sensibilisation pour les particuliers ou des ressources bibliographiques, pour le coup, pour aller plus loin sur ces questions de ventilation. Et je vais faire un peu de pub pour les collègues de l'ADEME, notamment sur leur guide spécifique sur la ventilation, qui reprend cette question des débits, justement. Mais aussi leur guide plus générique sur comment avoir un air sain et le lien entre QAI et logement. On reste effectivement à votre disposition. Je vous ai mis mon mail. Les collègues en direction départementale aussi peuvent être de façon des bonnes portes d'entrée sur cette question de la qualité de l'air intérieur. Et en tout cas, n'hésitez pas à nous faire part de retours, de freins que vous avez eus auprès de particuliers sur cette question de la QAI pour qu'on puisse effectivement y apporter des réponses. J'ai vu quelques questions passer assez un peu techniques ou des questions de plaquettes de sensibilisation aussi sur le chat. On essaye de recenser tous les outils parce qu'il y en a beaucoup. Je pense qu'il y a vraiment un enjeu à sensibiliser davantage les gens et à faire en sorte que ces outils soient mobilisés très concrètement par les acteurs du bâtiment. Ok, merci Damien. On va conclure ce webinaire. J'ai mis l'adresse mail du CEDRE dans le chat, on vous le remettra dans le courriel. Si vous souhaitez recevoir les actualités, du coup, faites-nous signe. Il y aura encore des formats focus, des ateliers, des groupes de travail, et puis une journée dédiée aux conseillers FAIR de la région Auvergne-Rhône-Alpes à l'automne, au cours de laquelle nous aurons plaisir à vous voir en présentiel. Merci à tous, merci à nos intervenants. Est-ce que peut-être, Colas, tu veux conclure? Oui, merci Magali, merci à tous pour votre participation. Une conclusion qui va être rapide. On a bien tenu le timing. L'idée, c'était vraiment de vous donner, j'ai vu quelques commentaires là sur le chat où voilà, c'était pas forcément très technique dans les éléments qui étaient présentés. C'était plus, comme l'ont évoqué plusieurs fois Damien, Claire, de vous donner quelques clés pour aborder ce sujet-là et l'intégrer dans la mesure du possible dans les échanges que vous avez avec les ménages qui ont des projets de rénovation. Donc, on vous invite vraiment à aller après consulter les liens qui ont été présentés, notamment la boîte à outils qui permet d'avoir un kit un peu global et d'approfondir les questions selon quand elles arrivent, et puis de rester en échange de toute façon avec vous sur ces sujets-là.
qui sont, voilà, la qualité de l'intérieur est vraiment un sujet qui est en train de monter de manière, assez forte, en lien, et connecté avec la rénovation énergétique, puisque les travaux qui sont à faire, ou les mesures qui sont à prendre pour traiter cette thématique-là, sont très directement liés à ceux de la rénovation énergétique. Donc un grand merci à vous pour votre participation et puis donc à très bientôt pour d'autres thématiques à aborder. Au revoir. Bonne journée à tous. Merci, bonne journée.